Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, pour ce nouvel épisode de la magie de l'âme, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je l'ai intitulé « Comment devient-on médium ?» En effet, médium spirit professionnel, lors de mes consultations, je rencontre souvent des personnes ayant des capacités extrasensorielles qui sont naturellement développées. Parmi ces personnes, il y en a qui sont régulièrement visitées par des défunts, soit dans leurs rêves, soit même éveillés, d'autres qui ont une habilité naturelle à soigner la douleur, et d'autres encore qui canalisent leur guide spirituel parfois même sans s'en rendre compte. Bien souvent, toutes ces personnes se décrivent comme très sensibles et intuitives, c'est un peu, je dirais, leur point commun. Elles mettent rarement le mot médium ou médiumnité pour parler de leur perception, et ce dont elles n'ont généralement pas conscience, c'est que cette sensibilité, quand elle est bien utilisée, en fait, c'est un peu la racine de la médiumnité. Comme je le dis régulièrement, les personnes sensibles et intuitives sont bien souvent des médiums qui s'ignorent. Alors peut-être que vous allez vous poser la question de ce que la sensibilité a à voir avec la médiumnité. Mais finalement, qu'est-ce que la médiumnité ? Et comment peut-on devenir médium ? Pour répondre au mieux à ces questions, je vous propose dans un premier temps de partager avec vous ma propre expérience de la médiumnité, puis nous allons découvrir ce qu'est un médium, de quels moyens il dispose pour communiquer avec l'au-delà, et comment vous pouvez vous-même développer vos capacités de médium. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, et préparez-vous parce que aujourd'hui, la médiumnité s'impose. Depuis toute petite, je ressens la présence des défunts. Enfant, ça m'arrivait de voir des personnes, je dirais diaphanes, autour de mon lit, et inutile de vous le préciser, ces apparitions me terrorisaient. En général, je me cachais sous ma couette, j'allumais le radio-réveil pour faire du bruit et j'espérais en priant que tout ait disparu quand je réouvrirais les yeux. Et en général, ils avaient disparu quand je rouvrais les yeux. Et bien sûr, comme beaucoup d'enfants, en fait, la peur et mon éducation ont certainement dû, je dirais, endormir mes capacités. Néanmoins, je suis toujours restée très intuitive. Et très régulièrement, je faisais des prémonitions, je percevais des informations que juste la logique rationnelle ne pouvait pas capter, ne pouvait pas connaître. C'était impossible de le savoir par les voies habituelles, j'ai envie de dire, du raisonnement. Et puis surtout, j'ai toujours eu une véritable passion pour l'ésotérisme et le paranormal. Les notions de l'au-delà, de vie après la mort, ça me fascinait. Ça m'a toujours fasciné, mais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pourrais même pas vous dire quel âge j'avais exactement, mais je me souviens quand je savais lire, donc on va dire, quand je savais bien lire, on va dire vers déjà 8-9 ans, je sais plus exactement vers quel âge on apprend à bien lire, mais dès que j'ai su lire, j'ai lu tous les livres du rayon ésotérique de la bibliothèque de ma ville. Je n'arrêtais pas de lire, et les seuls sujets qui m'intéressaient, c'était ces sujets-là. L'ésotérisme, le paranormal, les capacités extrasensorielles, la vie après la mort. C'est pour vous dire, le fameux livre La vie après la mort de Raymond Moody, j'ai dû le lire quand j'avais 10 ans. Donc c'était vraiment mon centre de préoccupation principal déjà quand j'étais petite. Et bien que je ressente cette connexion avec le monde spirituel depuis l'enfance, moi je vais vous dire, je parle pas de don. Moi je n'utilise pas ce terme-là. Parce que pour ma part, je vais préférer parler de capacités extrasensorielles, de facultés psychiques et médiumniques, ou encore de capacités subtiles. Et pourquoi je ne parle pas de don ? Tout simplement parce que pour moi, la médiumnité, c'est pas un don qui se transmet d'une arrière-grand-mère, qui l'a transmis à votre grand-mère, qui l'aurait transmis à votre mère, et ça vous arrive jusqu'à vous, ou alors un don qui serait réservé uniquement à quelques élus. Non, pour moi, nous avons tous la possibilité de développer la médiumnité si on le souhaite. Et j'en ai la preuve, c'est pas juste une croyance, c'est vraiment quelque chose dont je suis absolument certaine. Parce que nous sommes tous équipés de la même manière. On a tous une âme. Et ça, ce sont des capacités qui sont des capacités de l'âme. Nous avons tous une âme, nous avons donc tous le potentiel de développer nos facultés intuitives, psychiques, énergétiques et médiumniques. Parfois, bien évidemment, ces facultés sont endormies. Elles se trouvent dans une sorte d'état de germe, et comme une graine, elles demandent qu'à être arrosées pour grandir et se déployer. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes pour qui les capacités sont déjà très actives dès l'enfance. Cela dit, c'est vrai que toutes les âmes n'ont pas forcément choisi d'explorer leurs capacités de médium dans cette vie-là.
Certaines personnes ne se sentent absolument pas concernées par ce sujet-là, ils n'y croient pas et ça ne les intéresse pas. Il est donc peu probable que ces personnes-là développent leur potentiel de médium. Et il y en a d'autres, au contraire, qui se dédient à ces domaines d'exploration depuis de très nombreuses vies. Ce qui pourrait expliquer le fait que certaines personnes, comme ce fut le cas pour moi, soient déjà très impliquées et en lien avec l'invisible depuis leur naissance, ayant ainsi des capacités qui sont déjà déployées. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé du voyage de l'âme, des choix d'incarnation et du fait que l'on revient sur Terre avec une sorte d'amnésie de nos précédentes vies. Mais je suis persuadée que nos savoir-faire restent engrammés quelque part dans notre champ énergétique. C'est pas comme si à chaque fois on recommençait tout à zéro. Si par exemple, pendant de très nombreuses vies, on a exploré un domaine, eh bien on revient dans cette vie-là avec de grandes facilités dans ce domaine. Ce qui explique que certaines personnes découvrent apparemment pour la première fois quelque chose et immédiatement elles ont la sensation d'avoir fait ça toute leur vie. Elles pigent immédiatement le truc. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la médiumnité. J'ai fait un peu de céramique et un jour j'ai eu l'envie, pendant un cours de céramique, mais je venais de commencer ça, j'avais fait, je sais pas moi, peut-être un mois de cours, pas plus que ça. Et j'ai eu l'envie de réaliser un instrument de musique, un oudou en fait, c'est une sorte de jarre en terre, et avec un trou sur le dessus et un trou sur le côté. Et ça fait, voilà, c'est un instrument, une percussion. Et c'est vrai que j'avais jamais fait ce genre de choses. Mais en fait, quand je m'y suis mise, que c'était instinctif, j'ai trouvé tout de suite, j'ai tout de suite capté le truc, j'ai tout de suite compris comment fallait que je m'y prenne. Et c'est vrai que je dois dire que je suis très fière de cet instrument de musique, il est juste magnifique. Et c'est le premier que je réalisais, en tout cas dans cette vie-là. Mais quand je l'ai fait, j'avais l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. J'avais l'impression de savoir déjà les gestes qu'il fallait faire. J'avais des gestes sûrs, je savais exactement comment m'y prendre. Et je me suis vue, d'ailleurs, en faisant cette jarre, je me suis vue dans une vie antérieure, en train de faire des pots en terre. Donc c'est des choses, probablement, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que j'ai déjà effectué dans une de mes vies passées, et peut-être même dans plusieurs, donc en fait, il y a quelque chose en moi qui a gardé la connaissance du geste. À mon avis, plus une âme est vieille, plus elle est multipotentielle, puisqu'au cours de ses nombreuses vies, elle a eu l'occasion d'explorer un très grand nombre d'activités et d'acquérir ainsi de très nombreux savoir-faire. Donc quand elle revient, quand elle se réincarne, eh bien elle peut mobiliser toutes ses connaissances sans même réaliser qu'elle possédait déjà ses savoir-faire. Vous avez vous-même peut-être déjà vécu l'expérience de découvrir une activité pour la première fois, en tout cas dans cette vie-là, et de sentir que c'est étonnamment facile pour vous et que vous êtes particulièrement doué dans ce domaine. Il y a des gens qui captent la musique immédiatement, ou la peinture, ou qui savent déjà dessiner sans avoir jamais pris de cours. Ou comme mon exemple avec la céramique. Pour moi, ça s'explique tout simplement par le fait que ces personnes ont déjà exploré dans des vies précédentes ce domaine. Et je pense que ça se décline dans absolument tous les domaines de la vie. Alors, en médiumnité, bien évidemment, l'environnement va également jouer un rôle. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était, à mon sens, pas quelque chose qui se transmettait de mère en fille. Mais évidemment, si vous avez grandi dans une famille où votre grand-mère lisait l'avenir dans le mar de café et que votre mère tirait régulièrement les cartes, il est normal que vous soyez plus en confiance et que vous vous sentiez plus en sécurité pour explorer vos capacités qu'une personne qui aurait grandi dans une famille très scientifique, très rationnelle, qui croit uniquement à ce que la science peut prouver. Donc ça, c'est aussi un peu logique. Et en même temps, si je reprends un peu mon exemple, moi j'ai pas du tout grandi dans une famille où on s'intéressait à ces choses-là, et pour autant, moi je m'y suis intéressée dès toute petite. Donc ça n'explique pas non plus le fait de développer les capacités. Notre environnement n'est pas le seul en cause, tout simplement, dans le développement de nos capacités ou non. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que si vous êtes attiré ou fasciné par ces thématiques, c'est que quelque part, votre âme a fait le choix de développer vos compétences innées, vos compétences de médium. Et puis après, c'est comme tout développement. Il vous faut apprendre. Il faut que vous vous entraîniez. Et surtout faire preuve de patience, de persévérance pour devenir un médium aguerri. Mais je vous assure, que vous souhaitiez développer vos capacités pour votre propre guidance ou que ça soit pour aider les autres, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous parler de quelques étapes, en tout cas les étapes que j'ai pu observer moi, pour devenir médium. Mais auparavant, il me semblait très important de faire quelques précisions, entre autres au niveau des termes. En France, on fait pas vraiment la distinction entre un voyant et un médium.
On a tendance à mettre tout le monde sous le terme de médium. Et pourtant, il y a une différence. Alors en fait, qu'est-ce qu'un voyant, qu'on pourrait aussi dire lecteur psychique? Un voyant, c'est une personne qui va se connecter à nos champs énergétiques et qui va être capable de voir, alors je mets voir entre guillemets, mais qui va être capable de percevoir de manière intuitive des éléments de notre passé, de notre présent et de notre avenir le plus probable. Il peut accéder à des informations concernant les différents domaines de notre vie et bien évidemment nos interrelations avec les personnes de notre entourage. Certains voyants vont utiliser des supports comme les cartes oracle ou le tarot, une boule de cristal, les lignes de la main, le marc de café, les feuilles de thé et j'en passe. D'autres n'ont besoin d'aucun support autre que leur intention de se connecter au champ énergétique de la personne qui les consulte. En fait, ce qu'on appelle un voyant va effectuer une lecture psychique des énergies de la personne qui le consulte. Et donc alors, qu'est-ce qu'un médium ? Personnellement, toutes mes formations dans ce domaine, je les ai faites et je continue de les faire auprès d'enseignants anglophones. Les spiritualistes anglais disent qu'un voyant n'est pas forcément médium, mais qu'un médium est forcément voyant. En fait, la différence la plus importante, c'est que les voyants n'ont pas forcément développé la capacité de communiquer avec les personnes défuntes. Ça veut pas du tout dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne l'ont pas forcément développé. Il y en a qui l'ont développé, mais ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent quand même tirer les cartes, avoir des informations sur votre passé, votre présent, votre futur, sans avoir forcément développé la médiumnité. Alors que les médiums, eux, en plus d'avoir les mêmes capacités psychiques que les voyants, ont aussi la faculté de communiquer avec l'au-delà. Les médiums parlent avec les morts, pour parler de manière un peu crue. C'est pourquoi les Anglais utilisent le terme de médium psychique. Et en France, pour faire la différence, on pourrait parler de médium spirit, pour faire la distinction entre, on va dire, les médiums clairvoyants-voyants, les voyants qu'on appelle communément les voyants, et les médiums qui communiquent avec les esprits. Donc c'est vrai que moi-même j'utilise ce terme de médium spirit, qui communique avec les esprits. En Angleterre et aux États-Unis, dans les cercles de développement de médiumnité, le travail sur les capacités psychiques fait partie intégrante de l'entraînement du médium. Parce qu'en fait, pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, on a besoin aussi d'avoir les capacités psychiques développées. Un médium, en fait, c'est un peu comme une antenne radio. Pour se connecter à l'esprit d'une personne défunte, il va entrer en syntonie avec la vibration du défunt. Il doit être en mesure de capter la bonne station radio et de maintenir le lien pour obtenir des informations sur le défunt. En fonction de ses capacités et de ses canaux de perception, un médium va être capable de décrire l'aspect physique de son contact, il va être capable de décrire son tempérament, ses habitudes, son histoire, la manière dont il vivait, sa maison, les circonstances de son décès, etc. En fait, il va avoir les informations que le défunt veut bien lui transmettre. Et si le médium est très auditif, il pourra obtenir des informations comme des adresses, la ville, le pays où vivait la personne défunte, le prénom du défunt, ou le prénom d'un proche qui était dans l'environnement du défunt. Ce qui se passe dans la vie du consultant et ses préoccupations sont aussi des choses que les défunts aiment transmettre pour prouver à ceux qu'ils aiment qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours auprès d'eux. Souvent, quand on fait un contact défunt, nos contacts, nos communicateurs, vont souvent parler de la vie du consultant, de la personne qui vient vous voir, tout simplement parce qu'en fait c'est une preuve que les défunts sont avec eux, qui nous accompagnent, qui nous aiment, qui s'intéressent toujours à nous et à ce qui se passe dans notre vie. Donc ça, c'est quasiment à chaque fois qu'il y a un message qui va dans le sens de « je suis là, je suis toujours avec toi, je suis plus là physiquement, j'ai juste changé de forme, mais je suis encore là ». Pour le médium, effectuer une communication avec un défunt, ça va demander quand même beaucoup de concentration, je dirais un bon entraînement, et une énergie qui s'accorde bien entre les deux communicants pour établir une communication stable. Et obtenir des informations qui soient cohérentes et qui font sens pour le consultant, pour la personne qui est venue consulter. Comment travaille un médium spirit ? Comme on vient de le voir, les médiums ont développé la faculté de communiquer avec l'au-delà. Après, ils ont différentes manières d'exercer leur capacité. Ils peuvent par exemple proposer des séances de contact défunt en séance individuelle. Ils peuvent faire ce qu'on appelle de la médiumnité de plateforme, c'est quand ils effectuent des démonstrations publiques au cours desquelles ils vont effectuer une dizaine de contacts défunts pour les personnes qui se trouvent dans la salle.
Il y a certains médiums aussi qui ont la capacité de dessiner le portrait de leur communicateur. Donc ce qu'on appelle le communicateur, c'est le défunt, tout simplement. Donc certains médiums peuvent dessiner le portrait de leur communicateur, et ça c'est pareil, je réserverai un épisode sur ce sujet du portrait de défunt, car c'est une pratique que je suis moi-même en train d'explorer et de développer, et je dois dire que je trouve ça absolument fascinant. Donc j'aurais certainement envie de vous en parler lors d'un épisode. Il y a des médiums qui vont travailler d'après une photo du défunt, ou avec un objet qui lui a appartenu. Certains vont aussi demander la date de naissance ou d'autres informations. Moi, je travaille sans photo ni objet, j'ai besoin d'aucun support, mais tout simplement parce que, comme je vous le disais, j'ai développé ma médiumnité dans les écoles anglaises, et dans cette approche, il est absolument interdit de travailler d'après photo. Pour les Anglais, travailler d'après photo, c'est comme si on trichait. Ils estiment que c'est au médium de décrire l'aspect physique de leur communicateur. Donc moi j'ai appris comme ça, donc c'est vrai que je travaille comme ça. Certains médiums vont aussi pratiquer ce que les Anglais appellent la transguérison. C'est-à-dire que le médium va se relier à son guide spirituel et il va servir de canal pour un soin énergétique spirit. Dans le même domaine, lorsqu'il est relié à son guide, un médium peut également développer la capacité d'effectuer des guidances spirituelles, au cours desquelles il va canaliser les guidances, les enseignements, les rituels et les conseils du monde spirituel pour aider son consultant à avoir plus de clarté, une meilleure compréhension des événements et des épreuves qu'il est en train de traverser. Les guidances vont avoir pour vocation à accompagner, à encourager le consultant à poser des actions qui vont lui permettre d'avancer dans sa vie de manière plus alignée avec sa mission d'âme. Bien évidemment, ça va dépendre, je dirais, des guides que le médium va canaliser. Moi, par exemple, mes guides sont des guides très pragmatiques, c'est-à-dire que les gens, quand ils repartent de chez moi, ils ont toujours des actions à poser concrètement dans la matière. Mais ça va dépendre aussi des médiums et de leur guide et de la manière dont ils travaillent, bien évidemment. Parce qu'il y a autant de médiumnité qu'il y a de médiums finalement, qu'il y a de personnes même. D'autres médiums vont pratiquer ce que l'on appelle le channeling, c'est-à-dire qu'ils vont canaliser les messages de leur guide spirituel et les relayer soit à l'oral, soit par écriture inspirée ou écriture automatique, ou encore sous une forme artistique. Comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est comme les voyants. Le médium, il a aussi la capacité d'effectuer de la voyance ou des lectures psychiques. Il peut, là encore, travailler soit sans support, mais il peut aussi, comme les voyants, utiliser d'autres supports comme le dessin, les oracles, les tarots, le pendule, la boule de cristal, les feuilles de thé, le marc de café, les lignes de la main, et j'en passe. Il y a vraiment de très nombreux supports pour faire de la voyance et de la lecture psychique. Alors en fait, comment les voyants et les médiums reçoivent leurs informations? Et c'est là qu'on va parler de facultés extrasensorielles. Les voyants comme les médiums vont recevoir leurs informations par différents canaux de perception. Et pour vous aider à comprendre comment ça marche, dites-vous que les 5 sens que l'on possède, qu'on a tous, l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue et le toucher, eh bien, ils existent également à un niveau subtil et énergétique. Et chez les médiums et les voyants, ces sens subtils sont comme des antennes un peu plus déployées et affûtées que, on va dire, chez les personnes qui n'ont pas développé leur capacité psychique. Donc volontairement ou inconsciemment, les médiums et les voyants ont surdéveloppé tous ou certains de ces sens subtils. Alors, parmi ces sens subtils, je vais vous les détailler. Le premier, je dirais le premier tout simplement parce que c'est celui dont on entend souvent le plus parler, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand vous recevez des informations sous forme d'images ou de petits films. Et on parle souvent de flash. Vous avez certainement entendu, c'est souvent les voyantes, elles utilisent ce terme, elles vont dire « Ah, j'ai eu un flash ». Voilà, donc c'est quand on reçoit une image, et en fait, soit vous captez l'image sur votre écran mental, et là on va parler de clairvoyance subjective, parce que c'est une image qui s'imprime intérieurement, que vous recevez à l'intérieur, vous la voyez un peu dans votre tête, c'est pour ça que je parle d'écran mental. Soit le médium a la capacité de voir par exemple un défunt ou un objet qui sera projeté devant lui sur le plan physique. Il le verra donc avec ses yeux de chair. Il le verra aussi clairement que vous pouvez voir par exemple la table ou tout autre objet qui se trouve actuellement en face de vous. Et dans ce cas, on va parler de clairvoyance objective. Après, il y a le sens qui est lié à l'audition, donc la clairaudition. La clairaudition, c'est lorsque vous entendez un mot ou des phrases ou un son. Et là encore, soit vous l'entendez de manière objective, c'est-à-dire que vous entendez avec vos oreilles de chair, comme si votre communicateur se trouvait dans la pièce, à côté de vous, et qu'il vous parlait, ou
vous allez l'entendre de manière subjective, c'est-à-dire que vous recevez le message intérieurement comme si vous l'entendiez dans votre tête. Ensuite, il y a le sens de l'odorat et du goût. On parle de clairolfaction et de clairgustation. Donc la clairolfaction, c'est lorsque l'on perçoit une odeur qui n'existe pas sur le plan physique. Et là encore, on peut capter l'odeur soit par notre sens physique de l'odorat, même si on est le seul à sentir l'odeur, on va le sentir vraiment avec notre nez, comme si c'était là, dans la pièce, ou encore on peut avoir la sensation intérieure de l'odeur. Et là, on va parler bien évidemment de clairolfaction subjective. C'est toujours pareil. Ça marche pareil pour tous les sens. Quant à la clairgustation, eh bien vous allez ressentir dans votre bouche un goût qui provient des plans subtils. C'est-à-dire que vous n'avez pas mangé, je sais pas moi, si je vous donne l'exemple, je sais pas moi, du poisson par exemple, vous n'avez pas mangé de poisson, et hop, vous allez quand même avoir le goût du poisson dans votre bouche. Par exemple, ça c'est un truc qui est assez commun pour la clairolfaction, mais ça marche pareil pour la clairgustation. Les défunts par exemple, qui ont été des fumeurs, eh ben ils peuvent très bien vous donner à comprendre qu'ils fumaient en vous donnant l'odeur du tabac. C'est-à-dire qu'il y a personne qui fume dans la pièce où vous vous trouvez, mais d'un coup, hop, vous sentez le tabac. Et ça va être une indication que le défunt avec lequel vous êtes en contact fumait, par exemple. Alors après, il y a la clairconnaissance ou claircognition. La clairconnaissance, c'est quand vous savez quelque chose, ça vous est tous arrivé, j'en suis persuadée, c'est quand vous savez quelque chose sans que l'information ne passe par l'un des canaux que je viens de citer précédemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'image, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien senti, mais vous savez. Et bien souvent, dans ces moments-là, vous allez dire quelque chose sans même savoir pourquoi vous le dites, c'est-à-dire que vous allez le découvrir au moment même où vous le dites. Et vous savez pas d'où ça vient, mais vous savez. Et c'est comme une évidence pour vous. Donc c'est vraiment, je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Et j'en suis certaine. Donc ça, c'est la clairconnaissance. Ensuite, il y a la clairsentience ou clairperception. La clairsentience, c'est quand vous percevez une information par des sensations et des impressions dans votre corps physique ou dans votre corps énergétique. Vous pouvez par exemple tout d'un coup ressentir une douleur dans le genou droit, tout simplement parce que la personne avec qui vous êtes a un problème au genou droit. Ou alors vous allez soudainement vous sentir triste. La tristesse, en fait, elle appartient à votre interlocuteur. Les personnes hypersensibles et les hyperempathiques font très régulièrement ce genre d'expérience. Mais le problème, c'est que bien souvent, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ressentent ne leur appartient pas. Ce qui peut être très déstabilisant pour les personnes sensibles, parce qu'elles vont vivre des changements émotionnels importants sans en comprendre la raison, ni être en capacité de connecter leurs ressentis ou leurs émotions avec un événement particulier. Ces personnes sont souvent de véritables éponges émotionnelles, parce qu'elles n'ont pas appris à se protéger sur le plan énergétique. Elles prennent pour elles tout ce qu'elles ressentent, alors que, quand c'est bien utilisé, la clairsentience, c'est l'un des plus puissants outils du médium. Alors je suppose que maintenant vous faites un peu plus facilement le lien entre l'hypersensibilité et la médiumnité, avec ce que je viens de vous dire. En fait, on possède tous ces sens subtils, mais dans un état plus ou moins actif, et bien souvent, l'un ou l'autre de ces sens va être dominant. Il y a des gens, par exemple, moi j'avais une enseignante, elle ne voyait pas, n'entendait pas, mais par contre, elle ressentait, et elle travaillait uniquement, et ça faisait, je sais pas moi, 20 ans peut-être qu'elle faisait ce métier-là, et elle travaillait uniquement avec le ressenti. Il y en a d'autres qui vont avoir un peu de temps en temps, ça va être des images, sur une même séance par exemple, moi si je prends mon exemple, sur une même séance, parfois je vais avoir des images, parfois je vais avoir des sons. Je travaille aussi beaucoup avec le ressenti, ça peut m'arriver, mais plus rarement d'avoir des odeurs ou des goûts, et beaucoup de clairconnaissance également. Donc moi finalement je vais travailler avec tous mes sens, mais au cours d'une séance, va y en avoir un qui va être un peu plus dominant qu'un autre, et puis souvent ils se mélangent, et parfois ils travaillent main dans la main, c'est-à-dire que je vais avoir une image et en même temps je vais avoir le ressenti qui est en lien avec cette image. Et donc c'est avec l'un ou plusieurs de ces sens subtils que le médium va capter les informations, soit qui se trouvent dans le corps énergétique de son consultant s'il est plutôt en guidance ou en lecture psychique, ainsi que les messages transmis par le monde spirituel, donc là on parle plutôt de channeling, ou encore pouvoir communiquer avec les guides et les défunts. Donc là on parle plutôt de contact défunt ou de guidance spirituelle encore. L'intuition est à la base de toutes ces perceptions. Je suis certaine qu'il vous est déjà arrivé de penser à une personne, le téléphone se met à sonner, et comme par hasard, c'est cette même personne qui vous appelle. Ça vient de m'arriver encore 1 heure là, avant de faire ce podcast. Je pensais à une personne
Alors c'était pas aujourd'hui que j'y pensais, ça faisait 2 jours que je pensais à cette personne, une consultante, mais que j'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps, et voilà, j'ai été très longtemps sans penser à elle, et il y a 2 jours, j'ai pensé à elle, mais vraiment plusieurs fois dans la journée, et aujourd'hui elle m'a appelé pour prendre rendez-vous. Donc c'est, voilà, tout simplement pour vous expliquer comment ça peut marcher, et je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, et très souvent. Ou peut-être une fois, ça vous est arrivé de ressentir qu'il fallait surtout pas passer par une route, et puis vous avez découvert quelque temps après qu'en fait, sur cette fameuse route, il y a eu un terrible accident de circulation, ou alors que y a eu ce jour-là un interminable embouteillage, et que vous avez bien fait d'écouter votre intuition, ça vous a évité bien des ennuis. Parfois, vous pouvez aussi simplement savoir quelque chose sur quelqu'un sans même connaître la personne, ça a dû vous arriver aussi. Ou encore, il vous est peut-être arrivé de savoir quelque chose avant que cela ne se produise, ce qu'on appelle des prémonitions. Il se peut aussi que vous soyez en capacité de détecter quand quelqu'un vous ment ou n'est pas tout à fait honnête avec vous. Toutes ces expériences, qui nous arrivent vraiment presque quotidiennement, en fait, c'est votre intuition en action. Et là encore, on a tous de l'intuition. Et finalement, la médiumnité, c'est comme si c'était de l'intuition qu'on pousse un peu plus loin, qu'on développe davantage. Et on a tous de l'intuition, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous forcément appris à écouter notre intuition ou à lui faire confiance. Mais on est tous nés avec. C'est comme notre 6e sens, c'est notre savoir intérieur, notre petite voix. Peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est ce radar interne qui vous alerte lorsque quelque chose semble bon ou au contraire mauvais, sûr ou dangereux, que ça représente une opportunité ou une impasse. Et ça, on peut vraiment tous apprendre à sentir si c'est la bonne direction ou non. C'est pareil, je pense que je réserverai un épisode au moment où je vous parle, ça me fait, ça me donne des idées, mais je pense que je réserverai un épisode aussi, au développement de votre intuition, tout simplement, pour prendre des décisions. Comment savoir si vous êtes médium ? Si vous êtes très sensible aux émotions des gens, à l'atmosphère d'un lieu, si vous arrive de savoir des choses que vous ne pouviez pas savoir par la logique, alors il est fort probable que vous ayez des prédispositions pour la voyance ou la médiumnité. Mais à ce stade, ces expériences arrivent souvent de manière totalement aléatoire, et vous ne savez pas les contrôler ni vous en servir quand vous le décidez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à développer et contrôler vos capacités psychiques naturelles et éventuellement devenir médium psychique ou voyant. Et c'est ce que nous verrons dès la semaine prochaine dans la seconde partie de cet épisode réservé à la médiumnité. Je vous invite à vous abonner pour être informé dès sa sortie. À la semaine prochaine, au revoir. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.